Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de VooZoom. On va le consacrer aujourd'hui à la 26e journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Daman, Bruno Taverne et Christian Skakels. Bonjour messieurs, tout va bien? Tout va bien, merci. Je vous propose de commencer avec le bilan après la 25e journée, Christian. Rien n'a changé par rapport à la dernière journée. La seule chose, c'est Bruno Fernandes qui talonne maintenant Mohamed Salah avec 15 buts et la moyenne de buts par match qui est passée en dessous des 2,70. Donc, sinon, il n'y a rien qui change par rapport à la semaine passée. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de buts lors de la dernière journée. 20 buts marqués avec 4 victoires à domicile, 4 victoires en déplacement et 2 partages. Donc, ça reste stable à ce niveau-là. On va quand même revenir sur les rencontres et notamment pour ceux qui en doutaient encore, Liverpool ne sera pas champion pour la deuxième année consécutive avec cette défaite, la première depuis 21 ans dans le derby de Liverpool à domicile. Face à Everton, on peut dire que Liverpool touche le fond, est en train vraiment de couler, Bruno. Par rapport aux stats exceptionnels qu'ils avaient, oui. Après, ils sont sixième, 40 points, à 9 points de la deuxième place. C'est peut-être encore jouable au niveau de la deuxième place. Le titre, évidemment, tout le monde l'a oublié du côté des Reds. Affaire à suivre. Ils peuvent encore sauver leur saison avec la Ligue des Champions. Rentrer dans le top 4, ce sera un exercice. Ça, c'est clair, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Il va y avoir un basculement pour certains joueurs aussi. Il va y avoir beaucoup de changements dans ce groupe, cette équipe. C'est vrai que ça reste une saison compliquée. On suivra évidemment Liverpool qui se déplace à Sheffield dimanche à 20h15. Et un petit mot quand même sur Leicester, Philippe. Une équipe de Leicester qui est deuxième, égalité avec Manchester United. C'est une des bonnes surprises, même s'ils étaient longtemps dans le top 4 la saison déjà et qu'ils avaient loupé de peu la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils sont capables d'aller titiller Manchester City? On rappelle qu'ils vont quand même recevoir Manchester City début avril et que s'ils parviennent à ne pas trop perdre de points d'ici là, ils peuvent encore jouer un coup. C'est vraiment l'excellente surprise de cette saison, très certainement. Ils confirment ce qu'ils avaient montré à Manchester City, justement, en s'imposant 2-5. Il y en a beaucoup qui l'ont fait quand même, un résultat pareil. Je pense que ce qu'ils montrent chaque semaine, c'est qu'ils sont très constants, qu'ils sont cohérents. Alors, ils ont peut-être un petit souci quand même, c'est l'efficacité à domicile par rapport à une équipe comme Manchester City qui déroule maintenant dans tous les domaines, dans toutes les compétitions, et que ce soit à l'extérieur ou en domicile. Donc, je pense que ça va être un peu compliqué pour eux d'aller les chercher, mais c'est vrai que ce match face à Manchester City à domicile peut relancer les choses. Et qui sait, peut-être que City peut aussi avoir un passage à vide à un moment donné. Maintenant, si on regarde chaque match, c'est peu crédible pour l'instant. Ils sont tellement sur leur nuage que je vois mal comment ils pourraient encore craquer. Mais voilà, Leicester fait une super saison, ça c'est clair. Leicester qui recevra Arsenal dimanche, coup d'envoi à 13h. On plonge dans la première rencontre que l'on va analyser, que l'on va préfacer, celle de samedi à 13h30 entre Manchester City et West Ham. Et on débute évidemment avec Manchester City qui, depuis le dernier VooZoom, a encore ajouté 2 victoires à son extraordinaire parcours. On en est à 19 victoires aujourd'hui après la victoire à Arsenal. Et puis du côté de Mönchengladbach, même si le match est déroulé en Hongrie, ça fait maintenant. Messieurs, écoutez bien, on est obligé évidemment de donner les chiffres à chaque fois sur Manchester City. 19 victoires d'affilée, dont 13 en Première Ligue, dont 12 victoires d'affilée en déplacement. Waouh! C'est absolument incroyable. C'est le Manchester City Show maintenant à chaque match. Mais vous savez, il y a des circonstances. Vous perdez un attaquant comme Agüero qui a joué 140 minutes cette saison. Et puis vous avez, réfléchissons une seconde, Gundogan. Gundogan, il marque 6 buts avec Nuremberg. Il marque 10 buts dans sa carrière avec Dortmund. Il marque, je sais pas moi, je l'ai noté là, 15 buts en 100 matchs. 15 buts en 100 matchs avec City. Et puis en une saison, il vous en plante 11. Quand vous avez un élément comme ça qui explose plus tout ce qu'il y a à côté, imaginez un peu, vous êtes à sur-régime et vous êtes champion d'Angleterre. Christian, on a beaucoup parlé de Manchester City ces dernières semaines, évidemment avec cette succession de victoires. Ça fait maintenant 26 matchs, toutes compétitions qui n'ont plus perdu depuis ce match à Tottenham au mois de novembre. 23 victoires, 3 partages. Et puis là aussi, écoutez bien, 61 buts marqués, 7 buts encaissés. Vous qui avez l'habitude de dérocher des matchs dans plein de championnats dans le monde, là, c'est quand même une série assez exceptionnelle, pas unique, mais ça pourrait l'être bientôt. S'ils ajoutent encore quelques victoires, ce serait vraiment le record absolu de tous les temps en football. Ouais, ça ressemble très fort
à une équipe qui joue dans un championnat où il y a deux ou trois équipes comme au Portugal, où il y a Benfica, Porto et maintenant le Sporting du Portugal, et ils sont en haut, sauf qu'ils sont en première ligue dans une des ligues la plus compétitive du monde, et donc voilà, il n'y a pas de mots, on ne sait rien ajouter de plus par rapport à ça, c'est exceptionnel. Bon, on va surtout maintenant s'intéresser à cette équipe de West Ham parce qu'on n'en a pas parlé depuis un petit moment dans vos zooms et on voit qu'ils sont quatrième, 45 points, 39 buts marqués et 24 buts encaissés. On parlait de Leicester comme une surprise, mais bon, Leicester est dans le top 4 finalement depuis la saison dernière, alors que West Ham n'y était pas la saison dernière. Et là, Philippe, on peut dire que c'est sans doute la plus grosse surprise de la saison après 25 matchs, voire West Ham quatrième. C'est sûr que c'est la plus grosse surprise. Maintenant, les conditions ne sont pas du tout les mêmes que celles de Leicester, parce que j'ai encore fait le match de West Ham face à Tottenham. Ils ont 4 tirs cadrés, 4 tirs tout court d'ailleurs sur toute la partie. Ils marquent 2 fois, et 2 des tirs cadrés, c'est sur le premier but d'ouverture. Et pendant tout le reste du match, ils subissent, mais ils s'en sortent en gagnant 2-1. C'est pas du tout la même configuration que Leicester. Je pense que ça va être quand même très compliqué pour eux de maintenir comme ça un rythme jusqu'à la fin de la saison pour être dans le top 4. Maintenant, c'est très au-delà de ce qu'on pouvait espérer de cette équipe de West Ham par rapport à ce qu'elle avait fait la saison dernière. Donc, c'est une vraie réussite de David Moyes. Je veux pas du tout le sous-estimer. Et ils ont un peu de réussite parce qu'ils y croient, ils ont le mental, ils jouent sur le terrain, ils se battent. C'est ce que Mourinho a dit après le match. Ils se sont battus pendant toute la rencontre pour avoir ces 3 points. Ils les ont eus. Et c'est aussi ça le foot, quoi. Christian, si West Ham est quatrième pour le moment, c'est surtout parce qu'ils ont pris beaucoup de points face aux équipes qui ne sont pas classées dans le top 6. C'est ça la grande force de West Ham cette saison. Oui, juste avant de vous montrer l'infographie, je voudrais juste faire une observation. Vous vous souvenez que ça se passait pas très bien jusqu'au moment où Moyes a été testé positif au Covid et que c'est son adjoint qui a pris le relais pendant 3 matchs où ils ont gagné. Et depuis lors, ben voilà, la dynamique s'est enclenchée et elle ne s'est plus jamais inversée. Donc c'est encore comme expliquait Bruno, si pour Manchester City c'est un fait un peu une surprise avec Gundogan, ben là c'était la belle surprise, c'est que ça n'allait pas bien, ils étaient au bord du gouffre et de vivre une saison difficile. Et là, l'adjoint a repris pendant 3 matchs et ils sont partis maintenant pour faire une saison exceptionnelle. Alors je partage avec vous ce premier tableau. Donc j'ai fait 4 tableaux pour West Ham, 4 infographies. On va faire une progression dans le temps. Le premier, c'est le bilan contre le versus top 6, comme vous avez dit, Serge. Donc, il y a 6 matchs contre le top 6. Il n'y a qu'une victoire. C'est 4 points sur 18. Donc, c'est vraiment des performances très, très mauvaises. 4 points, c'est vraiment très peu. 7 buts marqués, 12 buts encaissés. Donc, comme on a dit souvent dans Bouzum, le plus important, ben, il faut gagner contre les équipes qui sont potentiellement moins fortes que vous. Et là, c'est le cas parce qu'il n'y a que 2 défaites, et donc une à Arsenal et une à Newcastle. Et qu'est-ce qu'on peut dire alors des performances offensives de cette équipe de West Ham? Quel est le modèle offensif utilisé par David Moyes à la tête des Hammers, Christian? Très, très étonnant. Une équipe de ce niveau-là qui joue en fait pratiquement comme une équipe, mais du vrai top, une équipe confirmée. C'est-à-dire qu'ils ont marqué 20 buts sur jeu dominant placé. C'est une des meilleures performances. Vous voyez en vert aussi 13 buts sur phase arrêtée. Donc ça, c'est génial. On est dans le camp d'adversaire et on profite des phases arrêtées, des corners et des coups francs directs. On va le voir en détail plus tard. Par contre, on est pratiquement nulle part sur le jeu dominant rapide et l'alternative. Et donc, c'est peut-être une des raisons pourquoi ils ont difficile à gagner contre des équipes du top 6, parce que quand ils n'ont pas le ballon et qu'ils ne peuvent pas s'imposer dans le camp de l'adversaire, ben, ils ont des difficultés dans les transitions. Il faut savoir quand même que les 5 buts marqués sur jeu direct l'ont été seulement dans 2 matchs. Ils ont marqué 3 buts, je crois que c'est contre Newcastle, et 2 buts contre Leicester, c'est ça. L'alternative, elle n'est pas assez bonne, malheureusement, pour le moment. Est-ce que ça vous surprend, messieurs? Moi, j'ai été très surpris, en tout cas, en découvrant ces chiffres-là. On a l'image d'Épinal. On se dit qu'une équipe de West Ham, si elle est dans le haut du classement, c'est sans doute parce que c'est une équipe qui est efficace en contre, qui doit être rapide sur les transitions. Eh bien, non. On voit que c'est une équipe qui marque quand elle domine. Oui, et puis il faut quand même souligner que c'est la plus faible attaque du top 6. Donc, est-ce qu'elle va y rester? C'est une question qu'on doit légitimement se poser aussi. Ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans le match face à Tottenham, pour prendre cet exemple-là, ils profitent à fond des rares moments où ils ont le ballon et où ils jouent dans le cœur de l'adversaire. En début de première mi-temps, en début de deuxième mi-temps, ils marquent 2 buts, ils ont 100% de réussite. Alors c'est très très bien joué, hein, il n'y a pas de souci. Mais après, ils laissent le ballon à l'adversaire et ils subissent.
Donc, ces stats m'étonnent pas tellement, en fait, parce que des contres, c'est pas une équipe qui est vraiment façonnée pour faire des contres. Je crois qu'on va le voir aussi dans une autre infographie, et ça, c'est Christian qui me l'avait signalé, c'est l'équipe qui marque le plus sur centre en première ligue. Donc, c'est une grosse utilisation des flancs, je pense, qui explique, et puis l'efficacité d'un Michael Antonio. Et aussi, ce qu'on voyait avec Liverpool la saison dernière, c'est des arrières latéraux qui donnent beaucoup d'assists. À l'image d'un Aaron Cresswell, par exemple. Ouais, ou d'un Koufal de l'autre côté. Exactement. En tout cas, il y a un bloc, Serge, il y a un vrai bloc. Quand on regarde, il y a 3 joueurs avec 100% de temps de jeu là, c'est pas rien. Puis vous avez 5 joueurs avec 90% de temps de jeu, donc vous avez un noyau dur là de 8 joueurs. Vous rajoutez encore 3 joueurs qui ont 70% au minimum de temps de jeu. Donc il y a un gros bloc solide, difficile à déjouer. C'est que 6 défaites, 6 défaites, 6 partages. Donc ils utilisent leur potentiel au maximum. Avant de parler des joueurs en particulier, Bruno, Christian, est-ce que vous pouvez confirmer que cette équipe est vraiment efficace sur les flancs avec des buts amenés par les flancs? Comme le disait Philippe, on a sur les 39 buts, il y a 25 buts qui sont marqués de plein jeu et il y en a 16 qui sont suite à un centre. C'est la meilleure performance en première ligue. Ils sont les meilleurs sur le jeu de tête aussi avec 11 buts. Ils sont même devant Everton avec Calvert-Lewin qui est à 10 buts. Donc on le voit en fait sur l'infographie. Ils vont très très profond, ils vont pratiquement jusqu'à la baseline pour donner et être dans les 16 derniers mètres pour donner des centres. Il y a 6 centres qui viennent de la gauche, 6 centres qui viennent de la droite dans cette dernière zone. Et alors, un fait très important, c'est une des forces que les autres n'ont pas, c'est de trouver des flancs gauche performants. Des gauchers, il y en a beaucoup moins que des droitiers, mais quand ils sont performants, ils apportent un plus. Et ça, c'est vraiment un plus parce qu'avec 9 centres venant du flanc gauche, c'est une exception. Et ça, c'est notamment la force d'Aaron Cresswell. Tout à fait. On va le voir même dans l'infographie suivante, que sur les phases arrêtées, bien, le fait d'avoir les deux gauchers, Cresswell et Bowen, sur phase arrêtée, montre aussi qu'il y a une qualité supérieure qu'il n'y a pas dans les autres équipes. Un gaucher qui peut donner des phases arrêtées, c'est un atout très très important dans le football aujourd'hui. Et on le voit avec 3 corners de la gauche, 5 de la droite, et ce sont toujours soit des corners rentrants quand ils viennent de la droite et des corners sortants quand ils viennent de la gauche. Il y a une qualité exceptionnelle et surtout, on le voit sur cette zone qui est hachurée en vert. Il y a des coups francs indirects qui viennent de cette zone, de cette deuxième zone. Et ça, c'est une force. On l'avait vu avec Everton notamment, qui était très fort aussi depuis cette zone-là. Voilà, il profite au maximum des qualités requises pour pouvoir jouer à haut niveau. Ouais, c'est vraiment l'impression qu'on a, c'est que les qualités de cette équipe sont vraiment exploitées au maximum par un manager en réussite, évidemment, David Moyes. On peut revenir aussi sur la réussite des transferts avec des joueurs, avec les Koufal et Souček, sont 2 bons transferts pour des sommes totalement raisonnables en première ligue. Bowen, qui vient de Championship aussi, Bruno. Lingard, 4 réalisations, 3 buts. Sorti du placard, il a quasiment pas joué pendant 2 ans. Et là, il fait la différence et c'est vraiment un plus pour cette équipe de West Ham. Et puis le vieux Fabianski qui fait son boulot, pardon pour le parenthèse vieux, mais il fait ça fait longtemps qu'on le connaît, déjà depuis l'époque d'Arsenal. Il fait son boulot alors qu'on l'a connu plutôt plus instable que ça dans d'autres circonstances et d'autres clubs. Mais non, ça tourne. Et un joueur aussi, Bruno, qui s'installe comme un patron. Il est jeune, ça fait pas dans 2-3 ans, mais il confirme vraiment son potentiel, c'est Declan Rice. Ouais, bien sûr. Et regardez, bon, il a un but et un assist. Si on regarde ses stats, évidemment, c'est pas suffisant, mais 100% de temps de jeu, très présent. Écoutez, il y a plein de choses positives, mais encore une fois, il va falloir trouver comment marquer autrement. Parce que sinon, le top 6, ça va être compliqué. Mais bon, il y a des échéances qui arrivent, on va suivre ça de près. Il faut quand même savoir que pendant 10 ans, tous les joueurs étrangers qui allaient signer en Angleterre étaient soit cités à Manchester City, soit à Newcastle ou soit à West Ham. Et donc, ils ont fait énormément de transferts un peu douteux avec des rétrocommissions pour agents et tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés par notamment beaucoup de joueurs français qui sont passés par Newcastle et par West Ham. On a vu qu'il y a eu des répercussions et on ne parvenait pas à s'en sortir parce qu'on descendait, on montait, on descendait. Mais là, il faut quand même dire que, comme l'expliquait Bruno, ce sont des joueurs quand même moyens qui montrent un potentiel de haut niveau. Effectivement, et est-ce que ce sera
avec les infos que vous avez données, on se dit qu'ils vont donc se déplacer à Manchester City où ils n'auront pas beaucoup le ballon. Ça risque d'être compliqué puisqu'ils n'ont pas vraiment d'efficacité sur les transitions. Surtout qu'on a démontré à travers les Zooms précédents avec Manchester City qu'ils encaissent très peu et que quand ils encaissent, ils vont encaisser un penalty, ils ont encaissé vraiment 2 buts. Heureusement qu'ils encaissent encore 3 buts sur ce nombre de matchs, donc ça donnera pas beaucoup de possibilités et je vois pas West Ham, peut-être sur une phase arrêtée, mais je vois pas West Ham s'imposer dans les 40 derniers mètres et construire pour passer par les flancs et donner un centre. Pour terminer sur West Ham, un mot quand même sur David Moyes, qui a quand même connu pas mal de galères depuis qu'il a quitté Everton. C'était maintenant en 2012-2013. Manchester United, Sunderland, la Real Sociedad. Le premier passage à West Ham, où il se fait quand même débarquer. Puis là, c'est sa meilleure saison depuis très longtemps. Bon, on sait qu'il a un petit côté débonnaire, qu'il est même parfois trop gentil. Mais on peut dire que c'est quand même, ça fait plaisir de voir qu'il est de retour au premier plan comme ça. Oui, et puis ce week-end, c'était la confirmation avec une stat énorme quand même. En 16 rencontres, c'était la première fois qu'il battait une équipe entraînée par José Mourinho. Donc pour lui, symboliquement, il a souvent été en grosse rivalité avec lui. Hein. C'est quand même aussi un accomplissement malgré tout pour ce coach qui a beaucoup été décrié. Hein. Une fois qu'il a quitté Everton, c'est devenu très très compliqué pour lui. Bah, c'est sympa, je trouve. Ça fait plaisir aussi pour un personnage qui est quand même assez sympa, je trouve. Voilà, cette rencontre Manchester City-West Ham à suivre samedi à partir de 13h30. Autre rencontre, autre affiche ce week-end, c'est celle qui va opposer Chelsea à Manchester United dimanche à 17h30. Et là, on va bien sûr s'intéresser à ce nouveau Chelsea avec Thomas Tuchel. Et là, messieurs, on peut dire que ce sont de bons débuts pour le manager allemand. On peut dire qu'il a réussi à stabiliser une équipe de Chelsea qui avait quand même des doutes dans la fin de parcours de Frank Lampard. Il y a eu un choc positif, ça c'est la première certitude. Et puis ça devient maintenant très intéressant puisqu'il y aura les Red Devils, Liverpool, Everton, Leeds. À équipes différentes, c'est des problématiques différentes, mais ce sont quand même des matchs très intéressants. Si là, ils font des gros résultats, on pourra, mi-mars, déjà tirer des conclusions. Chelsea est redevenu un candidat au top 4, même si Christian, ils en sont sortis du top 4 ce week-end après un partage face à Southampton. On peut voir peut-être déjà le parcours de Thomas Tuchel, au moins en première ligue. Voilà, 6 matchs, pas de défaite. Pas encore de match contre le top 6. Donc, comme l'expliquait Bruno, le calendrier à venir va être un peu révélateur des qualités contre le haut. Mais voilà, pour le moment, c'est mission accomplie pour le moment. Il y a quand même un changement par rapport à l'époque Lampard, c'est qu'il y a sans doute quand même nettement moins de spectacle dans le jeu, mais beaucoup plus d'efficacité. Et surtout, c'est très, très compliqué de réinscrire un but. J'ai regardé hier le match à l'Atlético, c'était encore une fois le cas. Sauf que là, ils ont dominé pendant toute la rencontre. Ils ont été très, très peu mis en danger par l'Atlético Madrid et finalement, ils s'imposent. Ça, je trouve que c'est un vrai match référence parce que l'Atlético, c'est quand même une équipe extrêmement difficile à battre. Et là, ils m'ont impressionné, franchement. Justement, Christian, est-ce qu'on peut voir dans leurs prestations avec Thomas Tuchel l'envie de dominer le ballon, de dominer la rencontre, de dominer l'adversaire? Oui, dans l'efficacité offensive, jusqu'à présent, sur les 8 buts, il y a 4 sur jeu dominant placé, une phase arrêtée sans penalty et 3 penalties. Là aussi, il n'y a pas de jeu rapide, mais c'est aussi probablement dû au fait qu'ils n'ont pas encore joué contre une équipe du top. Et donc, si une équipe comme Chelsea doit jouer contre une équipe qui est plus faible, c'est un peu normal qu'elle impose son jeu. Donc, c'est un peu le cas. Il y a beaucoup de passages par le flanc gauche, aussi dans la dernière zone avec des centres. Il y a eu les 3 pénaltys de Jorginho. Et puis voilà, il y a un corner et un passage par l'axe. Rien d'exceptionnel, mais comme dit Philippe, très, très efficace et logique dans le dominant placé et dans la production sur phase arrêtée. Donc, on va voir ce que ça donne maintenant ils doivent utiliser l'alternative pour jouer contre des équipes plus fortes. Bon, si on analyse les compos, en tout cas, utilisés par Tuchel depuis qu'il est arrivé, on voit qu'il y a quand même des joueurs qui ont quasiment tout joué, à commencer par la paire dans l'entrejeu Kovacic-Jorginho, qui a replacé une défense à 3, évidemment. Ça, c'était le changement tactique, puisqu'il n'en a pas changé depuis, une défense à 3 à chaque rencontre, avec notamment Rudiger et Azpilicueta qui ont quasiment joué tous les matchs, puisque Thiago Silva s'est assez rapidement blessé lorsque Tuchel est arrivé. Faut y ajouter Alonso sur le flanc gauche. Voilà, il y a des certitudes à ce niveau-là. Tout le monde a eu un petit peu de temps de jeu, mais il y a quand même des grandes tendances qui ressortent, Bruno. Oui, et puis Ziyech qui se traînait aussi, qui avait l'air très malheureux, on le voit plus. Pulisic, on le voit quasiment plus. Kanté doit se battre pour son temps de jeu. Havertz,
joue, mais c'est pas une grande réussite par rapport à tout ce qu'on attendait. Enfin bon, Christian nous avait mis quelques bémols déjà à l'époque sur la présence d'Havertz dans ce système-là, ça va peut-être évoluer. Ce que je remarque pour l'instant, en observant aussi le but extraordinaire de Giroud, c'est que vous avez Mount qui marque à nouveau. C'est peut-être le meilleur joueur, le plus régulier en tout cas depuis très longtemps, même déjà quand Lampard était là. C'est Mason Mount. Récemment, Werner a remarqué, donc c'est important. Giroud, ça reste. Il a moins de 30% de temps de jeu en première ligue. Il a 7 titularisations, mais il va planter 4 buts quand même. Donc, il est tout le temps disponible. Et Abraham, moins de 50% de temps de jeu, 6 buts. Donc, si cette équipe retrouve des buteurs, ça va respirer là devant. Et donc, qui sait ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent, hein. Ça va être important à suivre parce que ça, c'est le top 4. Ça va être passionnant à vivre, hein. Oui, effectivement. Et c'est maintenant un petit peu l'instant de vérité avec ces gros matchs qui arrivent pour Thomas Tuchel. Un mot quand même sur l'incident, entre guillemets, de ce week-end dans le partage face à Southampton. C'est Hudson-Odoi qui a été pas beaucoup utilisé même par Thomas Tuchel sur le flanc droit. Dans une défense à 3 où il occupait le flanc droit, il a plutôt été bon. Par contre, il remplace à la mi-temps Abraham dans ce match face à Southampton. Et puis, il est remplacé après 31 minutes. Hudson-Odoi, évidemment, est sorti vexé. On peut prendre ça comme une espèce d'humiliation. Quel était l'objectif de Thomas Tuchel en faisant ça? Ça a fait beaucoup parler, en tout cas. Tuchel est un caractère qui veut imposer sa marque. C'est ce qui lui a posé d'ailleurs problème à Paris, en grande partie. Moi, je remarque une chose, c'est que Hudson-Odoi était à nouveau titulaire pour le déplacement à l'Atlético Madrid, même si c'était pas à Madrid, non. Et il a fait un super match, notamment défensivement. Je trouve que c'est un des joueurs dont on parle depuis des années, qu'il va devenir incontournable à Chelsea, qui ne sortait jamais finalement. C'est un des grands espoirs du football anglais, pas seulement à Chelsea. Et depuis que Tuchel est là, il joue. Alors, il faut aussi qu'il maintienne les rênes sur son cheval de course. Mais je pense que c'est celui qui a le plus bénéficié de l'arrivée de Tuchel. Et s'il peut comprendre ça, un incident comme ça passe. Et d'ailleurs, il l'a montré, je trouve, en jouant contre l'Atlético, notamment défensivement, il a été vraiment très bon. Ouais, c'était une espèce de rappel à l'ordre ou une manière de communiquer, en tout cas, par Thomas Tuchel. Vous avez des consignes tactiques strictes qui sont répétées et répétées et répétées et que vous ne les respectez pas, que fait le coach? Ah, voilà, donc là, ça rentre, hein. Là, je vous assure que Hudson-Odoi a bien réfléchi au début après, hein, ça c'est clair. Et puis, il n'est pas le seul à pouvoir être vexé puisque le club a dépensé énormément d'argent cette saison pour les joueurs qu'on a cités précédemment. Chilwell ne joue plus beaucoup non plus, hein. Non. C'est vraiment pour dire, voilà, si tu m'engages, c'est moi qui décide. Donc voilà, donc c'est lui qui émet les lignes directrices et c'est lui qui devra rendre des comptes à la fin si ça marche ou si ça marche pas. Donc voilà. En tout cas, Chelsea affronte une équipe de Manchester United qui est vraiment très efficace en déplacement et le doit en grande partie à un homme, Christian, qui crève l'écran. Bruno Fernandes, on a presque envie de le rebaptiser Bruno Fantastique. J'essaie de remettre les performances de Bruno Fernandes cette saison. Faut noter quand même que c'est en Première Ligue, en Ligue des Champions et en Europa League puisqu'il a marqué 2 buts contre la Real Sociedad. Voilà, 21 buts, 11 assists, 33 fois décisif et on est peut-être pas encore aux 3/4 de la compétition. Voilà le détail. On peut voir donc sur le terrain, ça vient beaucoup du flanc gauche, des centres et des combinaisons de passes. Et puis, un peu moins de l'axe et un peu moins du flanc droit. Mais il y a aussi surtout les 9 pénaltys. Donc, quand on voit l'ensemble donc dans le tableau bleu, tout est en vert. Il n'y a que les phases arrêtées sans pénalty. Mais bon, il ne sait pas non plus être performant dans tous les domaines, mais c'est exceptionnel sur jeu dominant placé. Il a l'alternative du jeu dominant rapide et du jeu direct. Et alors, il a le sang-froid pour tirer les pénaltys, mais ça, on le savait depuis plusieurs saisons. C'est lui qui tire les pénaltys partout où il est passé et il est très efficace dans ce domaine-là. En tout cas, depuis le 1er février 2020, il a transformé cette équipe de Manchester United avec des chiffres quand même impressionnants. 39 matchs de Première Ligue depuis qu'il est arrivé en Angleterre, 23 buts, 18 assists. Donc, il a au moins un but ou un assist par rencontre depuis qu'il est arrivé. En comparaison, Pogba, il a 130 matchs avec United en Première Ligue, c'est 28 buts. Mata, 187 matchs, c'est 33 buts. Je vous passe les autres, ceux qui ne marquent pas. Matic, McTominay, c'est difficile de marquer. Même Daniel James, 6 buts en 41 matchs.
des joueurs plutôt offensifs dans l'entrejeu, on va dire. Mais comment qualifier alors justement Bruno Fernandes, qui n'est pas un attaquant, qui joue normalement derrière, c'est un milieu offensif, mais qui est passeur, qui est buteur. On a l'impression que c'est presque un nouveau modèle de joueur offensif. C'est le talent. Je pense qu'il a l'ADN de Scholes, il a avalé l'ADN de Giggs et il a avalé l'ADN des Red Devils. Parce que je vous ai dit pour Gundogan, mais il marque 5 buts en plus de 30 matchs avec la Sampdoria. Donc, il se révèle vraiment du côté du Sporting où là, il va marquer beaucoup. Je crois qu'il a quasiment 40 buts en un peu plus de 80 matchs de championnat. Donc, déjà là, on sent bien que quelque chose explose. Mais c'est la réussite, c'est le joueur. Dans un cadre où on l'attendait depuis des années. Si David Moyes avait eu un Fernandez, il aurait été vraiment le chosen one, hein, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Mais idem pour les autres qui ont succédé à Moyes chez les Red Devils. On a vraiment quelqu'un qui vient, c'est la pièce manquante, là, vous savez, la petite pièce de l'horlogerie qui fait que votre montre, elle va fonctionner avec un tic-tac parfait. C'est peut-être un type de joueur qu'on a un petit peu oublié dans le football moderne, où le physique a pris un impact beaucoup plus important. Moi, il me fait plutôt penser, alors vous me démentirez peut-être, mais un joueur comme Platini qui était capable de donner beaucoup d'assists, de marquer beaucoup de buts, notamment sur phase arrêtée, mais qui défendait assez peu. Je pense que Fernandes fait assez peu de travail défensif. Il est bien entouré pour l'aider à cela. Et ce qui est marquant, c'est que quand lui ne performe pas, c'est toute l'équipe qui ne performe pas. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que la réussite de Fernandes, c'est pas aussi la faillite un petit peu de Pogba, on en a parlé. Martial, 4 buts seulement cette saison, alors qu'il porte le numéro 9. Hein. Normalement, c'est le joueur qui devrait alimenter les 16 mètres adverses. Moi, je pense que ce dont il bénéficie, c'est le fait qu'il joue dans une équipe du top, mais c'est une équipe qui procède par du jeu rapide et des projections rapides. Et lui, en venant de deuxième ligne, les joueurs ont beaucoup plus de latitude que de se positionner dans le rectangle et d'attendre qu'on passe toujours par les flancs pour donner des centres. Parce que là, je pense pas qu'il serait aussi prolifique pour l'équipe. Mais un joueur qui vient de deuxième ligne, qui peut donner des bons ballons verticaux dans la profondeur, et il a ce rôle-là, et c'est dû aussi au fait que l'équipe est une équipe du top, mais qui procède avec le jeu alternatif comme on en parle souvent. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, la clé de sa réussite. Bon, en tout cas, cette rencontre de dimanche à 17h30 est importante dans la course au top 4. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose sur cette rencontre entre les Blues et les Red Devils. On est prêt à la commenter. On est donc tous dans les starting blocks pour cette 26e journée qui commencera samedi, qui se terminera lundi soir. Attention, il y aura déjà une journée qui suivra dans la mi-semaine suivante. Donc, cette première ligue n'arrête pas. Elle tourne à plein régime et nous aussi, évidemment, puisque on vous commande cette rencontre avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. Journée après journée. Merci Philippe, merci Bruno, merci Christian. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour parler notamment d'un alléchant Liverpool-Chelsea. Mais ça, c'est déjà la suite de l'aventure. Passez un bon week-end et à très bientôt. Bye bye.